Bonsoir et bienvenue dans Mimi numéro 36 de la deuxième saison du magazine de l'insolite et des mondes invisibles. Bonsoir Jérôme. Salut Antoine, bien remis de ce petit week-end? Bah oui, et puis écoute, on a fait de très très belles rencontres et entre autres, nous avons rencontré en vrai Rémi Péco. Bonsoir Rémi. Bonsoir à tous. Bonsoir Antoine, bonsoir Jérôme. Salut Rémi. Donc Rémi, pour ceux qui ne te connaissent pas, tu es le responsable de l'Observatoire du réel, Mhm. une association qui organise des rencontres avec du public et des conférenciers. Voilà l'idée, effectivement. Historiquement, j'exploitais un lieu événementiel. Et puis après mon cheminement personnel, je me suis posé la question de savoir ce que je pouvais donner, restituer, transmettre. Et puis, comme je le dis souvent, si j'avais été journaliste, j'aurais sans doute écrit un livre. Et moi, j'ai exploité un lieu événementiel avec une très belle salle de spectacle. Et j'ai organisé des conférences. Donc d'abord avec un auteur principalement, et puis après j'ai voulu mettre encapsuler ça sous un label. Ça a été la création de l'Observatoire du réel. Cette salle aujourd'hui n'existe plus, donc à Paris j'organise les conférences essentiellement au Forum 104, mais ça peut être ailleurs. Et puis j'ai déménagé à Dijon il y a 7 8 ans, et du coup j'en organise aussi sur Dijon, et je vais m'efforcer de plus en plus de pouvoir les rendre accessibles en visioconférence. Voilà. Et le positionnement et l'idée de l'Observatoire du réel, c'est de donner la parole à des chercheurs sur des sujets qui ne font pas encore consensus. Donc au début, c'était beaucoup physique quantique, la vie après la vie, les échanges avec les défunts, l'archéologie interdite. J'ai mis du temps à aborder les thèmes liés à la santé. Et depuis 4 5 ans, j'ai eu plusieurs intervenants, en général, des sachants et des soignants qui ont trouvé qui ont mis en œuvre des choses qui fonctionnent, mais qui n'ont pas la reconnaissance, quoi. Bon, voilà. On y reviendra tout à l'heure plus en détail quand tu nous présenteras donc le programme de jeudi prochain, jeudi 1er juin. Mais avant tout, on va ouvrir le bal de cette émission avec le courrier des lecteurs. Puis on vous parlera d'ufologie de Crop Circle. Et de mon côté, je vous présenterai une fontaine guérisseuse qu'on a découverte ce week-end lors du Festival de la Merveille et du Mystère. Voilà, je vous reparlerai de tout ça en détail, mais attaquons par le courrier des lecteurs. Alors, la série de photos que je vais vous présenter, elle nous a été transmise par Cathy Maury, Eh oui. pas de ta famille, hein. Non, je précise, mais oui, Voilà. impressionnant. Elles sont juste impressionnantes. Vous allez me dire ce que vous en pensez. Donc, vous mettez des commentaires dans le chat. Et il y en a une bonne dizaine. Alors, vous savez qu'on aime bien les pareidolie ou peut-être ce qui peut être apparenté à des êtres de la nature déphasés. Ça, c'est chacun se fait son avis là-dessus. Mais celles-ci, elles sont quand même très interpellantes. Surtout Bon. une, on va y venir. Oh, il y en a même plusieurs, Jérôme, tu vas voir. Bon, là, sur celle-là, par exemple, moi, je vois pas ce qu'il y a à voir, hein. Alors, Alors, bah, c'est regarde ça bien. qui est intéressant. Voilà, Mhm. chacun va donner son avis. Donc, si tu ne vois pas, je vais t'aiguiller un peu. Ici, en fait, ça a la forme d'un bec ouvert, Ah oui, ça y est, je vois. Ouais. Eh l'œil. oui. Là, ça pourrait être des petites oreilles. Oui, Là, oui, on je pourrait vois. supposer des. Voilà. Oui, Oui, entre l'aigle et le dragon, quoi. c'est ça. Voilà. Mm. Et Ok. on va voir qu'au fur et à mesure, ça va. Alors, ça va se transformer. Il y a plusieurs séries de photos, hein. Elles n'ont pas toutes été prises le même jour, mais elles datent de ce mois de mai, hein. Mhm. C'est ça, Jérôme, elle Et les a il y prises. en a une, non, la plus impressionnante, c'était l'année passée, je crois. C'était l'année passée, Mm. d'accord. Mm. Donc Ah. là, toujours ce bec, voilà. Alors, ici, qu'est-ce que vous voyez sur celle-ci? C'est plutôt vers le bas. Et puis en plus, avec le dégradé de couleur, vraiment,
Moi, je le vois très très bien. Ouais, moi, ça me saute pas aux yeux, c'est le cas de le dire. Jérôme. Moi, je vois un petit oiseau posé sur, Ah oui, je à ne sais pas gauche. quoi, à gauche là, tout en bas. Un beau petit Ah oiseau oui, là. Ouais. exact. Bah, tu vois, je l'avais pas vu non plus celui-là. Mm. Mhm. Ah oui, oui, il est bien, ouais. Bah, écoute, c'est une baleine. Ah Regarde, oui. là, il y a Ah aussi, la oui. nageoire de la baleine, Ouais, ok. le ventre de la baleine qui est plus blanc, Mm. tu sais, pour les baleines bleues, voilà. Et là, la nageoire que dalle. On, on, on en verra d'autres tout à l'heure, des baleines qui sont encore plus impressionnantes. Mais c'est vrai que, bien vu, un petit oiseau, un Posé petit sur oiseau de feu, ah le. ouais, posé sur le museau, Mm. le bout de la baleine, Mm. le petit perroquet, le petit oiseau de feu. Ah, peut-être on appelle ça un phénix. Allez. Ah oui, alors celle-ci. Alors celle-ci, c'est la préférée de Cathy. Il y a ce petit nuage rond. Hein, on Mhm. en a parlé il y a 2 semaines, des nuages Mm. ronds. Mm. Bon, mais là, on v'là un, visiblement, sphérique. Et puis, il y a un bec là. Ouais, une belle tête de dragon, moi, je trouve. Et là, effectivement, il y a le bec de dragon. On a l'impression qu'il vient de cracher une Mm. volute, là, avec Mm. Et bon, effectivement, ces ailes Et qui se dissolvent un peu. un petit poney, Ah oui, un, un petit le poney avec des petit ailes. poney, ici, là. Mon petit poney, c'est Ouais. ça. Exact, on est très poétique hein, en ce Ouais, moment. c'est ça. Alors, sur celle-ci, on les voit ici au fond, qui commencent à apparaître. Ah, une La baleine, baleine, là, oui, qui, ouais, voilà. avec la belle queue. Mm. Mm. Alors après, on peut aussi parler d'une pointure 42, là, d'une botte. Mais surtout la baleine qui est intéressante. Mm. Voilà, ici, on la voit mieux. Moi, c'est l'une de mes préférées, celle-ci. Ouais. Et il y Voilà. en a une qui est vraiment. Elle nous a fait voir ça ce week-end. Moi, quand j'ai vu la photo, je suis tombé sur les fesses, quoi. Je me suis dit, non, mais c'est pas possible de voir un On tel s'approche, on s'approche. un Je l'ai tel gardé sur la phénomène. fin. Fais-nous voir, Antoine. Bon, déjà, est-ce que vous les voyez, vous, les baleines? Oui? Notez-le nous dans les commentaires. Toujours la baleine, ici. Mm. Un Ça. très bel double arc-en-ciel. Alors, comme le précisait Mathieu, justement, lorsque vous voyez un bel arc-en-ciel, il faut savoir qu'il y a un arc-en-ciel qui est bien visible, le premier, donc l'angle de réfraction de la lumière dans les gouttes d'eau donne cet effet visuel de l'arc-en-ciel est de, si je dis pas de bêtises, 42 degrés, je crois. Donc c'est l'angle de la pyramide vu de... En fait, tu vois deux faces, tu vois ce que je veux dire? J'ai une pyramide avec moi, comme ça je vais vous Ouais, faire et voir. là, il faut, Voilà. ouais. Donc voilà, une pyramide comme ça, là, vous avez un Oui, angle de 42 degrés. Je Et crois, hein, sur, c'est 40. Donc c'est l'angle de réfraction de la lumière dans les gouttes d'eau qui crée ce premier arc-en-ciel qui est très visible, mais vous en avez toujours un petit qui est au-dessus, diffus, qui est moins visible, mais on le devine. Et là, c'est l'angle de la pyramide comme ça, 51 degrés, au passage. ah, c'est 51. Mm. d'accord. Donc, des nombres qu'on retrouve. On Dans en a la beaucoup pyramide. parlé de Mm. 51 degrés avec Eric Le Saint ce, Mm, ce week-end. On en reparlera tout à l'heure avec d'Eric. Alors, hop, Ah, ah, on y là, vient. on commence à y Mm. aller. Mm. Je la passe rapidement. Il arrive d'ici, là. Là, il est en embuscade, il arrive. Et le voici. Alors, on va mieux le voir parce qu'on l'a retravaillé à l'image. Voilà, celle-là. Voilà. Donc ici, là, vous avez le dragon qui ouvre sa gueule, un jet de flamme qui commence à sortir, Et voilà, qui remplit cet arc-en-ciel. Ouais. Et là, on et voit qui très nettement. ensuite remplit complètement l'arc-en-ciel de flammes. Voilà. Voilà, celle-là. Avec l'image retravaillée, c'est mieux. Est-ce que tu le vois, Rémi, toi? Cette tête de dragon qui ouvre la sa tête qui gueule. est en haut à droite.
Ouais, Oui, ici. Ouais, je vois. avec l'œil, la gueule ouverte, et t'as Ouais. l'impression qu'il crache des flammes à l'intérieur, en plus de l'arc-en-ciel, avec toute Mm, la mm. fumée qui ressort de l'arc-en-ciel. Enfin, Ouais, il si est je vous la magnifique remonte cette. là sans les filtres, En plus, voilà. t'as vraiment l'impression que ce que je disais à Cathy, que cet effet de flamme qui vient de la gueule du dragon est contenu dans l'arc-en-ciel, quoi. Ouais, mais complètement. Mais Mm, c'est la première fois que je vois ça, hein, de toute manière, mm. personnellement. Donc en plus, avec effectivement cet effet de dragon juste à côté, En plus, il n'y regardez aurait même pas eu bien. le dragon, rien que ça, c'était déjà Mm. impressionnant. Et regardez bien, il y a aucune couleur orangée comme ça qui ressort de l'arc-en-ciel, sauf dans la gueule du dragon. T'as vraiment l'impression que ça vient de sa gueule, quoi. Mm, mm. Ah, mais complètement. Impressionnant. Mm. Alors, celle-ci, vous la validez? Ouais, là, je pense que. Alors, au niveau pareidolie, là, on est gâté, hein. Alors, est-ce que là, on est dans la pareidolie ou pas? Alors, moi, j'ai toujours du mal, par contre, autant dans la nature, à travers des feuillages, etc. Je, 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 je suis plutôt adepte effectivement, dans certains cas bien précis, la possibilité que ce soit des êtres de la nature qui sont en déphasage. Autant c'est vrai que dans les nuages, j'ai un peu de mal à voir comment ça peut être possible, mais bon, pourquoi pas? Pourquoi pas? De toute manière, je crois que c'est Anton Parks, hein, qui parle de différents plans comme ça, où des dragons se vivraient dans des plans comme ça déphasés. Donc peut-être que il est juste en train de prendre l'apéro chez lui et c'est un reflet qu'on voit à cause de l'arc-en-ciel. Parce que Oui. les arcs-en-ciel sont aussi connus pour pour faire le pont entre les Entre- dimensions et le pont entre Ouais, ouais. les plans. C'est ce qui est écrit dans la Bible, hein, je crois, Ouais. par rapport à l'arc-en-ciel, c'est le lien entre les hommes et Dieu. C'est aussi ce qui est écrit dans les shops de Guinness en Irlande, mais jamais trouvé le trésor au pied des arcs-en-ciel. Allez, pour finir, l'envol du dragon. Ouais. Mm. Bon, là, voilà, vraiment, Cathy, tu nous as gâté. Voilà, bah, ces photos, elles sont magnifiques. Tu as eu de très, très bons réflexes de les prendre et elles sont très parlantes. Donc voilà, vous aussi, si vous voulez nous envoyer vos photos, vos vidéos, vos anecdotes insolites ou voire même des news insolites qu'on n'aurait pas vues sur la toile, une seule adresse, lejournaldbn@gmail.com. C'est dans la description de la vidéo si vous avez pas bien entendu. Euh, eh bien, Rémi, on va parler un petit peu de ce qui va se passer jeudi 1er juin. Et je vais partager la page de ton site. Donc là, Rémi, on est sur ton site www.observatoire-réel.com Mhm. où on retrouve l'agenda de tous les événements que tu organises. Et bien jeudi, on a quand même deux sommités dans leur domaine. Euh, Éric Le Saint, avec qui on a passé tout le week-end d'ailleurs. Et Ouais. puis, pour ceux qui ne l'auraient pas vu, hein, on a fait un remix de Misère en réel life. Les Donc vous vieux pouvez le voir, réacs. Mm. voilà, avec les vieux réacs. Donc vous pouvez le voir directement sur la chaîne. Sinon, pour ceux qui l'auraient loupé, je le mettrai en générique de fin. Voilà, je vais faire la parenthèse. Éric Le Saint donc et Jean-Pierre Garnier-Mallet. C'est avec Jean-Pierre que tu as d'ailleurs t'as démarré tes premières vidéos sur Ouais, exactement. En YouTube. fait, comme je le disais tout à l'heure, quand j'ai commencé par faire des conférences avec lui, je l'ai rencontré il y a une vingtaine d'années, peut-être 18 ans. Euh, Ça faisait déjà plusieurs années que j'étais en marche, enfin que j'étais en quête et en recherche. Et à la sortie de l'école de mes enfants, ils étaient en maternelle. Il y a une maman qui me dit, ah ben tiens, tu devrais lire tel livre. Je disais, ouais, bon, d'accord. Et puis j'ai acheté le bouquin et là, je ne tenais plus en place, quoi.
parce que ça correspondait des intuitions précisément à des perceptions. Je suis rentré dans ce bouquin de Jean-Pierre Garnier-Mallet. Il se trouve que hasard ou synchronicité, il habitait à une rue du lieu où je travaillais. Je l'ai rencontré une fois, deux fois, trois fois. On a déjeuné ensemble, puis de plus en plus régulièrement. Et puis, effectivement, comme je vous le disais, j'exploitais un lieu événementiel et j'ai fait une conférence avec lui, puis deux, puis trois, puis quatre, puis cinq, puis six. Et puis, au bout d'un moment, je me suis dit, il faut mettre ça dans il faut donner un titre et j'ai créé l'Observatoire du réel. Après, j'ai reçu plusieurs intervenants, Georges Vermar et Mathieu Lavaux sur les pyramides, voilà, des sujets sur l'eau, etc. Et puis ensuite, Jean-Pierre a fait son chemin. Il m'a pas attendu pour faire son chemin, hein, mais il donne des formations. J'ai participé à ces formations. C'est quelqu'un, si vous en êtes d'accord, je peux vous raconter un peu son parcours parce qu'il est il est très explicite et très. Ça permet de comprendre pourquoi aujourd'hui, compte tenu du niveau qu'il peut avoir et de ce qu'il apporte, il n'a pas de reconnaissance officielle. Jean-Pierre, il est fils de militaire. Son père est un des héros de Dien Bien Phu. Lartegui a écrit ses bouquins sur la base des récits du général Bijard et du colonel Mallet, parce que Jean-Pierre, c'est Mallet. J'expliquerai pourquoi aujourd'hui c'est Garnier-Mallet. Et donc, son père, qui est militaire, lui dit non, tu feras Polytechnique, parce que c'était un élève plutôt brillant. Garnier-Mallet, lui, ne veut pas entendre parler. Il est passionné par le théâtre et par le cinéma. Il écrit des scénarios. Et en fait, Polytechnique, il veut pas en entendre parler. Il va passer les examens, il rend feuille blanche. Il passe les examens de centrale où il parle pendant 1 heure et demie de théâtre et de cinéma avec son examinateur. Et puis ses frères et sœurs, au final, lui disent, mais fais une licence de physique. Et puis, une fois que tu auras passé ta licence, tu auras 21 ans et tu seras bien tranquille et tu feras ce que tu voudras. Donc, il s'inscrit en fac de physique, il fait sa première année, il se présente en deuxième année, et là, on lui dit, mais qu'est-ce que vous faites là? Et en fait, au terme d'une double erreur de l'administration et de lui-même, il a passé ses examens de deuxième année, au lieu de passer ceux de première année. Sauf le problème, c'est que à l'université, on peut pas sauter une année. Donc son professeur principal, son responsable de recherche, qui trouve que c'est un bon élève, se dit ça serait quand même ridicule de le renvoyer en première année, de le faire redoubler, enfin pas redoubler, mais de le renvoyer en première année alors qu'il a validé ses examens de deuxième année. Il demande donc au président de l'université, qui dit mais c'est pas de mon ressort. Le président d'université s'adresse au recteur, qui dit mais c'est pas de mon ressort. Le doyen d'abord, le recteur ensuite. Et le recteur lui dit mais c'est pas de mon ressort. Il en parle au ministre de l'Éducation. Et puis ça remonte jusqu'au ministre. Et en attendant de savoir à quelle sauce il allait être mangé, son professeur lui donne à faire de la bibliographie. Donc, en attendant de suivre les cours, il va en bibliothèque et il travaille. Et puis, il tombe sur une équation qui était posée en anglais. Il parlait pas très bien anglais. Il ne savait pas qu'il était inintégrable. Et c'est la fameuse histoire qui est arrivée à d'autres. Il revient et il présente son équation. Son professeur lui dit, mais mon pauvre, l'équation de Laplace-Bernoulli, c'est inintégrable. Et puis lui, il me dit, mais ça me chiffonnait quand même. J'ai remis tout ça au propre. Et puis, il représente le truc. Et en fait, il s'avère qu'il résout une équation fondamentale. Et tellement fondamentale que l'Académie des sciences lui demande de faire une publication. Et il est, à cette époque, et peut-être encore aujourd'hui, la plus jeune personne à avoir fait une présentation à l'Académie des sciences. Du coup, le général de Gaulle, qui est président de la République, donne
une dérogation pour qu'il passe en troisième année. Mais là, l'Académie des sciences lui dit, mais il faut pas en rester là. Il faut faire une thèse. Sauf qu'on fait pas une thèse en troisième année de fac. Et là, c'est Georges Pompidou qui est passé président entre-temps. C'était au moment où Pompidou a succédé au général de Gaulle. Et au terme d'une deuxième dérogation de Pompidou, Garnier-Mallet, enfin Jean-Pierre Mallet, pardon, va faire une thèse en ayant 2 années de fac. Donc, il fait sa thèse. À la fin de la présentation de sa thèse, il a en personne les ambassadeurs de Russie, d'Amérique du Nord, du Canada, et qui viennent le voir et qui lui font des ponts d'or pour venir travailler chez eux. Et c'est la DGA, la Direction Générale de l'Armement, qui lui dit « Hop, non, vous venez chez nous » et qu'il intègre dans ses services. D'après ce que j'ai compris, il n'avait peut-être pas eu trop le choix. Sauf que c'était pas du tout son choix à lui de partir dans la recherche fondamentale. Donc là, il me racontait qu'il avait vu des choses un peu incroyables. Son problème à ce moment-là, c'est qu'il est marié, il a un enfant, et donc le théâtre et le cinéma s'éloignent. D'autant qu'il veut pas passer sa vie dans la recherche fondamentale, a fortiori pour l'armée. Et donc il démissionne, mais il sait qu'il est perdu pour le monde de la recherche. Pourquoi? Parce que personne ne quitte la recherche fondamentale militaire. Et si vous quittez la recherche fondamentale militaire, vous êtes perdu pour le monde de la recherche parce que tout ce que vous trouvez, il y a une prescription de 10 années et que pendant 10 ans, tout ce que vous trouvez, ça appartient à l'armée. Donc aucun labo, ni CEA, CNRS, ni ce que vous voulez, va payer quelqu'un pendant 10 ans pour, le cas échéant, la 11e année, pouvoir bénéficier du fruit de ses recherches. Donc il passe une équivalence comme architecte et il va travailler pendant 10 ans comme architecte tout en poursuivant ses recherches fondamentales. Il est toujours abonné à des revues, il se questionne, il s'interroge et puis un jour il a l'intuition, cette intuition sur le temps. Il va travailler dessus pendant des années, il va arrêter son boulot d'architecte et en reconnaissance à sa femme qui l'a soutenu et qui l'a aidé dans ses recherches, sa femme y aura consacré son héritage personnel. Jean-Pierre s'arrête de travailler, y compris comme architecte, pendant une dizaine d'années, et il travaille 18 heures par jour sur sa recherche fondamentale. Il fait plusieurs publications à partir de 97, 98, 99, etc. Il va obtenir un Best Paper Award aux États-Unis. Mais comme il me le dit, ces recherches-là, il y a 15, 20 scientifiques, il y a les référés qui sont au courant, mais autrement, les autres ignorent en fait l'ensemble de ces recherches. Lorsqu'il y a des congrès internationaux sur le sujet lié à l'anticipation, lui, c'est sur ses deniers personnels, il peut aller ni en Inde, ni aux États-Unis, etc. Donc, ses papiers circulent, mais lui, il n'est pas consulté, il va juste dans un labo en Belgique qui est spécialisé sur l'anticipation, qui lui reconnaît l'ensemble de ses travaux. Il faut savoir que il a eu pas mal de personnes qui se sont inspirées de lui pour reprendre différentes thèses liées au temps. Mais les publications prouvent effectivement son antériorité. Alors l'intérêt, pour moi, je dis de Garnier-Mallet, il est autant ce que Galilée et Copernic ont été à l'espace, c'est-à-dire que c'est une remise en cause fondamentale de la perception et de notre compréhension de l'espace d'un côté et du temps d'un autre côté, à la différence près que derrière la théorie du dédoublement du temps, il y a un principe vital. Et ce principe vital, c'est que chacune de nos pensées fabrique notre futur. Bon, voilà, j'ai fait une présentation. Bon, je pourrais en raconter un petit peu plus. Alors, l'intérêt
donc avec Jean-Pierre, on a refait il y a 2, 3 ans une conférence. Il intervient plus beaucoup, il est très sollicité dans le monde hispanique. Euh, Là où il a 20, 30 personnes en formation en France, il en a facilement 100 à 150 en Espagne et 400 à 500 en Colombie, au Mexique, en Argentine. Je ne sais pas pourquoi, mais le monde hispanique a comment dire, une propension et un intérêt qui est beaucoup plus important que ce qui peut exister en France. Je pense Ils qu'il n'est sont, pas connu. ils sont un peu plus ouverts que nous. Voilà, ils sont un peu plus ouverts que nous. Il n'est pas très connu. Je crois que c'est Greg Braden qui assistait à des conférences et qui est complètement fan de ce qu'il explique. Il faut dire que aujourd'hui on parle beaucoup d'intelligence artificielle etc. Pour lui, il balaye tout ça d'un revers de la main. Il dit nous en fait on ne sait pas, on n'a pas conscience parce qu'on fonctionne comme ça. Mais l'intelligence artificielle n'aura jamais l'intuition. Or nous l'avons. Je pense que vous savez que je crois que je sais pas si c'est 92 ou 95 pourcents des prix Nobel expliquent que l'intuition a eu une part majeure dans leur découverte, quoi. J'en parlais Bon. avec Eric et Bon, Mathieu voilà, donc ce week-end. en fait, expliquer le mécanisme de l'intuition, ben, personne ne l'a fait sur des bases scientifiques. Lui, tout repose là-dessus. Autre élément quand même qui sont surprenants et à signaler, c'est que la théorie du dédoublement permet de calculer la vitesse de la lumière. La vitesse de la lumière, on la constate, mais on ne sait pas la calculer. Il la calcule avec la théorie du dédoublement et il explique le boson de Higgs, le mur de Planck, la matière, en fait, énormément, comment dire, de questionnements en physique fondamentale, en physique du cosmos, qui aujourd'hui sont sans réponse. Mais son problème, c'est que beaucoup de personnes considèrent que si c'était vrai, ça serait reconnu par les institutions, mais il faudrait aujourd'hui un Albert Einstein ou un Stephen Hawking pour pouvoir moi, je lui ai dit, mais un Stéphane Klein, il m'a dit, mais non, mais des personnes comme Stéphane Klein, ce ne sont pas des chercheurs, ce sont des vulgarisateurs, ce sont pas des philosophes des sciences, ce sont des personnes qui ont compris, mais ce ne sont pas des chercheurs, donc ils peuvent restituer, mais ils ne sont pas dans le monde de la recherche. Et il me disait, tu sais, un chercheur qui n'a pas trouvé, qui a rien trouvé à 25 ans, il trouvera plus jamais rien. Bon, ça c'est peut-être son avis personnel, mais je veux bien croire que le conditionnement ou le formatage, moi pour rentrer dans ces équations, je les ai soumises à plusieurs personnes de mon entourage, en particulier un de mes neveux qui est agrégé de maths et tout. Je lui ai donné ça, il me dit mais j'y comprends rien. Donc j'ai demandé à Jean-Pierre, j'ai dit mais quel niveau il faut avoir pour comprendre la théorie du dédoublement par les équations. Il me dit, mais c'est pas une question, tant une question de niveau, mais dit un maths P, les maths P sont tout à fait capables de comprendre tout ça. La différence fondamentale, c'est est-ce qu'on est dans l'académie ou est-ce qu'on est dans la recherche? Parce que dès lors qu'on est dans l'académisme, il y a un certain conditionnement derrière. Et seuls les jeunes esprits non trop formatés sont capables d'appréhender et de comprendre et de restituer le mécanisme ou alors le monde de la recherche fondamentale. Mais là, il faut aller les chercher justement au CERN peut-être ou encore ailleurs. Écoute, c'est vraiment incroyable toute cette histoire. Ça pourrait vraiment faire Ah un bon film exactement. Netflix. Ouais, ouais. Moi, je connaissais un peu les travaux de Jean-Pierre pour l'avoir suivi sur BTLV à une époque, il passait sur BTLV. Mais je connaissais pas tout le contexte. Et c'est vrai que quand en plus tu as tout le contexte, c'est encore plus incroyable. Ah oui, parce que en fait, la grande question, c'est comment une découverte aussi fondamentale n'est-elle pas, j'allais dire, entérinée, validée, etc. Alors, outre le fait que ça met à titre individuel et collectif une énorme responsabilité sur chacune des personnes qui, du coup, lorsqu'on en devient conscient, on s'aperçoit que le monde tel qu'il est aujourd'hui, c'est nous qui l'avons fabriqué.
en fait. Hein. Donc, il faut peut-être pas s'en plaindre, il faut s'en prendre à nous-mêmes. Mais si tu veux, c'est la question, c'est que en général, les chercheurs appartiennent à des labos, à des universités. Donc, quand il y a des découvertes fondamentales, ils sont entre collègues, ils les partagent lors de congrès où ils sont invités très régulièrement. Mais un indépendant, bah, c'est très compliqué, quoi. Donc, il a fini par écrire là dans un tout petit livre, tiens, que je vous montrerai. Il a mis sur le papier toutes ces équations et toutes ces découvertes afin, de toute façon, il y a les publications scientifiques, mais comme il en avait marre de ne pouvoir atteindre personne, ben, c'est à la destination, c'est ouvert à tous, et peut-être qu'il y a quelqu'un quelque part, quelqu'un qui va réagir. J'en ai moi-même envoyé un exemplaire à Alain Aspect, là, le physicien français qui vient d'avoir un prix Nobel, parce qu'il démontre l'intrication, mais sans comprendre pourquoi. Il faut savoir que Alain Aspect, au début, a mené ses expériences parce qu'il voulait justement démontrer que ça ne fonctionnait pas. Et c'est lui-même qui a été surpris, il n'a pas pu faire autrement que de constater les résultats. Donc j'ai envoyé le bouquin de Garnier-Mallet avec un courrier circonstancié, etc. Aucune réponse. Est-ce que tu sais si Jean-Pierre Garnier-Mallet a travaillé, ou en tout cas a échangé avec un autre Jean-Pierre qui est aussi passé sur ta chaîne YouTube, Jean-Pierre Petit? Alors, ils n'ont pas échangé directement. Et en fait, Garnier-Mallet n'est pas tellement enclin à travailler avec lui parce que Jean-Pierre Petit s'en le souffre un peu à cause des ovnis, et etc. À cause d'un certain nombre enfin, quand je dis sans le souffre, vous m'avez compris, Oui, hein, oui. vis-à-vis des institutions, vis-à-vis des académies, etc. Et Garnier-Mallet, il est toujours en quête d'une reconnaissance officielle. Et il est vrai qu'il vaut mieux s'acoquiner avec certains chercheurs et en éviter d'autres, quoi. Donc Jean-Pierre Petit a aussi, euh, j'allais dire, je sais pas si c'est une théorie, mais je sais plus comment est-ce qu'il appelle ça, le monde gémellaire ou De Janus, oui. Janus, voilà, c'est ça. Il a aussi une théorie double, mais je pense qu'ils n'ont pas échangé l'un avec l'autre. Oui. Ce qui est dommage parce que je pense que Ah ben, ça ouais, ferait vraiment un mélange ouais, tout à fait. détonnant parce que malgré tout, c'est vrai que la théorie de Jean-Pierre Garnier-Mallet sur l'intrication quantique, le fait qu'il y ait ton double quantique qui peut aller chercher de l'information que tu projettes comme ça, qui annihile la notion de temps. Euh, je comprends qu'au niveau d'establishment, ils ont du mal à aller dans ce sens-là, et pourtant c'est génial, quoi. Tout ce qu'ils Et racontent. non seulement c'est génial, mais c'est démontré par la physique des particules. Ça, c'est complètement démontré. Mais comme dit Garnier-Mallet, il dit, ce qui est vrai pour les particules, nous-mêmes, nous sommes des assemblages de particules, et donc nous-mêmes, nous n'obéirions pas à cette même loi. C'est complètement, enfin, ça serait insensé, quoi. Nous obéissons, enfin toutes les particules obéissent aux lois qui gouvernent au fonctionnement de notre environnement Mm, mm. et de la planète. Alors maintenant, euh, en ce qui concerne la conférence là avec Éric Le Saint, alors ça va être très intéressant. Jean-Pierre lui-même est très enthousiaste parce que parce que c'est compliqué d'avoir l'attention de Jean-Pierre. Il y a beaucoup de sujets sur lesquels il dit ah oui oui mais ça bon enfin sur lesquels il va pas se pencher nécessairement. Mais sur Éric Le Saint, d'abord les découvertes d'Éric Le Saint sont incroyables, hein, parce que ce qu'on peut en déduire avant de rentrer dans le détail, c'est qu'il existerait donc un espèce d'ordonnancement préalable à l'implantation des sites emblématiques de la planète. Donc, les recherches d'Éric Le Saint, c'est quoi et ses découvertes? C'est que, en fait, lorsque sur Google Earth, il va prendre des mesures
dans un premier temps, qui sépare les lieux emblématiques, donc le Mont Saint-Michel, le Machu Picchu, Angkor Wat, les pyramides de Gizeh, etc., les hommes par rapport aux autres, on a à chaque fois des combinatoires du nombre d'or avec le diamètre de la Terre, de la Lune et du Soleil. Donc ça déjà, c'est quand même très très étonnant. Et là où Garnier-Mallet a été épaté, c'est que il y a à plusieurs endroits, lorsqu'on fait des triangulations entre certains de ces lieux, en particulier autour de Stonehenge, le Mont Saint-Michel, le Mont Saint-Michael, La Roche-au-Fée. en Angleterre, la Roche-au-Fée, des distances se convertissent en surface dans ces triangulations, où on retrouve les constantes de la théorie de la loi du dédoublement. Donc Jean-Pierre était complètement excité par ça. Il dit, en fait, c'est complètement des validations. Mais ce qui est extraordinaire, si ce sont des validations, c'est que il y a eu un ordonnancement euh, préalable à la construction de ces bâtiments. Et s'il y a eu un ordonnancement alors que ces bâtiments, a priori, n'ont pas été bâtis tous à la même époque, quelle est l'intelligence qui a présidé à ça? Comment C'est ouais, c'est la question que je posais à Mathieu Lavaux, Eric, justement, ouais. lors de la petite vidéo que j'ai fait ce week-end. Bah oui, d'où vient tout ça Ah oui, c'est ça. expliquer, Donc, c'est comment est-ce qu'on a été, enfin, comment est-ce que guidé, hein, comment les personnes qui ont implanté ces lieux ont été guidées pour le faire à cet endroit-là, pour que ça fasse ressortir ça. exactement. Et tu vois sur ce comment ils ont été guidés, c'est très intéressant parce que au moment de ma vie où j'ai rencontré Garnier-Mallet, moi-même j'étais dans une interrogation où je me disais mais qu'est-ce qu'il pense en moi? Qu'est-ce qui fait que j'ai les idées que j'ai à un moment donné? D'où me viennent ces là? Cette fameuse intuition, voilà, comme Alors, quelqu'un qui va écrire une chanson ou un roman, ou d'où lui vient alors, ces choses-là. voilà. Donc, évidemment, on a tous notre vécu, qui est une charge émotionnelle, un capital de compréhension, de connaissance, d'apprentissage, etc. Et évidemment, tout ça est différent pour chacune de ces personnes-là. Mais moi, je me disais, mais qu'est-ce qu'ils pensent en moi? Et en fait, j'en étais arrivé à cette conclusion que c'est pas moi qui pense, mais que je suis pensé. Mhm. Exactement. Et donc, quand tu te dis je suis pensé, c'est pas que ça n'est plus toi. Entre guillemets, ça n'est plus que toi. Tu vois, c'est comme le récepteur du poste de télévision. Le programme, il est pas dans le poste, quoi. Mhm. Mais à ce moment-là, qui est l'émetteur du programme? Ah, Et bon, voilà. Et quand j'étais à ce niveau, enfin, à ce stade de réflexion, j'ai été amené à croiser Garnier-Mallet. Donc, j'étais mhm. Mhm. bon, voilà. Et puis, il fait des liens avec un certain nombre d'écrits dans la tradition, en particulier l'Apocalypse de Saint Jean. On explique, j'ai pas répondu à Mathieu lors de ce week-end, que effectivement, on est à la fin d'un cycle de précession des équinoxes, euh, qui est un cycle de 24 920 ans, 25. 25 920 ans ou 20, non mais parce que entre les 24 000 et les 25 920, il y a une phase de transition. Il y a une phase de transition de 1000 ans. Et on arrive à la fin de cette phase de transition de 1000 ans, qui est marquée par des écluses, qui sont des écluses de 30 ans, qui sont les 7 sceaux de l'Apocalypse. Il y a 7 écluses du temps qui sont marquées par des explosions solaires majeures. Il y en a eu 5 et il en reste 2. Sauf que les 4 premières sont arrivées à intervalles très réguliers de 30 ans. Et la dernière est arrivée, je crois, 17 ans plus tôt. 17 ans trop tôt. Et il est fort possible, comme le dit Jean-Pierre, que les 2 dernières soient simultanées. Et là, Et ça va faire mal. alors ça va faire mal et ça sera la fin du dédoublement du temps, c'est-à-dire que par rapport à notre temps présent qui est là, on a un passé et un futur. Il y a 1000 ans, il y a 2000 ans, il y a 3000 ans, les personnes qui s'incarnaient venaient répondre à une question dans leur vie.
Et au fur et à mesure qu'on se rapproche de la fin du dédoublement du temps, le présent étant toujours ici, passé et futur se rapprochent de nous. Et il va y avoir un moment où il y aura l'instantanéité. Et à ce moment-là, on va être amené à voir et à percevoir des choses qu'on n'a pas l'habitude de voir. Et si on constate aujourd'hui que les choses vont de plus en plus vite, et on peut s'interroger du pourquoi de la science qui va de plus en plus vite. En fait, c'est que on répond de plus en plus vite à des questions. L'information nous arrive de plus en plus rapidement. Et il y a même des informations qui nous arrivent avant même qu'on se pose les questions. Donc là, il y a un certain nombre de personnes qui peuvent être dérangées ou je sais pas comment on peut dire, Perturbé. quoi, ou perturbées parce qu'elles se retrouvent avec des réponses à des questions qu'elles ne se posent pas. Et donc, il va y avoir de plus en plus de personnes un peu perturbées ou dérangées comme ça. Donc, si on en revient à la conférence avec Eric, euh, c'est que quand Jean-Pierre a découvert ces travaux-là, donc pour lui c'était une validation venue de la Providence de ces travaux. Et donc, Eric va faire un premier exposé avec 5 ou 6 mesures remarquables et Jean-Pierre va les reprendre et interpréter un certain nombre de crop circles, un en particulier. Bon, vous savez que parmi les crop circles, il y a 80% de faux, hein, qui sont faits en particulier pour discréditer les vrais. Mais Jean-Pierre me dit tous les vrais sont liés à la théorie du dédoublement et il sait les interpréter. Donc, Tu fais une très belle transition avec une info que je vais diffuser après. d'accord. Donc voilà, on va avoir des explications sur la structure de notre ADN, sur les crop circles, sur la géométrie sacrée de la Terre, le dédoublement du temps. Bon voilà, donc ça va être quelque chose de riche, quoi. Donc cette conférence aura lieu. Alors le 1er juin au Forum 104 pour les Parisiens, mais possibilité d'y assister en visio. Ça sera retransmis en visio et il y aura un replay pour toutes les personnes qui prennent la visio. Elles pourront le voir le jour J, mais elles pourront le revoir après, bien évidemment. Voilà, puisque vous avez en dessous, c'est le programme du mois de septembre. Sur Laurent Geller, c'est très intéressant. C'est quelqu'un qui est au contact de tribus en Amazonie et qui va nous faire découvrir les plantes maîtresses. Les plantes maîtresses, c'est des plantes qui ont des propriétés d'aide, j'allais dire, au développement et à l'émancipation à partir du moment où on rentre en communication intime avec la plante. Et il n'y a pas besoin d'aller faire un stage avec des chamans au Pérou. Voilà. Écoute, je te propose que tu nous en reparles Okay. en septembre pour la 3e saison de Mimi. Ça sera une très bonne excuse pour te permettre de revenir sur Mimi et en reparler parce que c'est vraiment passionnant. D'ailleurs, on a donc assisté à la conférence, en tout cas à une conférence peut-être différente, mais à une conférence d'Éric Le Saint ce week-end, avec aussi une conférence de Mathieu Lavaux ce week-end et une conférence de Seiji qu'on recevra d'ailleurs dans 2 semaines. Les trois abordant en fait justement le rapport au sacré, les rapports mathématiques, et apportant chacun leur propre démonstration. Alors, je peux vous dire que c'est bluffant. Et malgré, en dépit de toutes les connaissances qu'on peut déjà avoir, Jérôme et moi, sur le sujet, mais on ressort de là en se disant, ouais, voilà, il y a plus de doute, c'est ce que tu disais tout à l'heure, il y a forcément une ultra-intelligence qui est derrière tout ça, parce que ça, à un moment donné, ça ne peut plus être du hasard, on est en dehors des probabilités, ouais. en dehors des statistiques. Et d'ailleurs, Eric a une très bonne méthodologie, alors, qui est marrante d'ailleurs, parce qu'il part d'un point, c'est la Rochauffée, il dit c'est le centre du monde en plaisantant, mais en tout cas, sa méthodologie, elle est vraiment très,
très, très scientifique, très carré, parce qu'il prend un autre point qui est celui de Stonehenge, et toutes les mesures qu'il va faire, il va à chaque fois utiliser cet art, ce binôme Stonehenge-La Rochauffée, pour démontrer que le point, il ne le trouve pas au hasard, et que le rapport qu'il y a entre Stonehenge et La Rochauffée, les rapports de distance ou les rapports tous les rapports numériques qu'il énonce par rapport au nombre d'or et à pi, ben voilà, à chaque fois, Oui. il corrobore tous ces calculs. À un moment donné, voilà, c'est vraiment bluffant. Mm. Et même si voilà, vous pensez déjà connaître un certain nombre de sujets là-dessus, là vraiment, Eric, moi, Ah, il m'a bluffé. Et c'est comme il l'explique, hein, Eric, avant de se lancer dans toutes ses recherches, il était artiste, hein, il écrivait des chansons. Il le dit, hein, et des fois, t'écris, il n'y a rien. Puis 3 minutes après, ça y est, c'est arrivé, c'est fluide. Et là, t'écris ton truc, et voilà. Ça t'arrive, tu sais pas Ouais, mais d'où. ce que les conférences, alors celle qu'il a faite sur la géométrie sacrée de la Terre et l'autre conférence qu'il a sur l'Égypte, c'est vraiment deux découvertes extraordinaires. Hein. C'est Mm, des mm. trucs. Autant il y a des choses qui peuvent être sujettes à interprétation, on peut se dire oui, mais là c'est incroyablement, Mm. c'est indiscutable. Euh, c'est extraordinaire vraiment. Mais justement, il est peut-être plus apte à se mettre dans certaines conditions pour recevoir ces informations. À Parce que ça, ressentir les muses. voilà, Mm. ressentir les muses. Voilà, bah Ouais, écoute, tout à fait. peut-être que dans plusieurs siècles, on parlera des travaux d'Éric Le Saint et nous, on pourra dire on a été dans le groupe des vieux réacs avec Éric. Ouais. En plus. Bon, en tout cas, vraiment, merci Rémi de nous avoir présenté donc, ces deux personnages qui sont incontournables. Et si vous êtes sur Paris le 1er juin, vraiment, réservez vos places. Et puis, si vous êtes à distance, comme l'a expliqué Rémi, vous cliquez sur Je commande mes places et vous avez la possibilité d'assister à distance aux conférences. Et je pense que j'assisterai à distance pour ma part. Un dernier mot sur donc ta chaîne YouTube, l'Observatoire Observatoire du réel, il n'y a pas de L apostrophe, Observatoire du réel ou @platon40. Voilà, vous pourrez y découvrir tout un tas de conférences que Rémi a mises en ligne. Voilà, je pense que ça vaut aussi le détour. Passez-y un petit peu de temps dessus. Vous allez y rencontrer des auteurs et des conférenciers qui sont passionnants. On a parlé de beaucoup de sujets. Là, j'ai plein de transitions possibles. Jérôme, est-ce qu'on va Ah, il y parler avait une belle transition avec les crops, hein. avec les Alors, crops? Allez, passons sur les crops alors. Oui, je t'ai envoyé 2 petites vidéos, Antoine. Donc, j'étais tombé sur cette vidéo parce qu'on se demande toujours hein, comment les crops sont faits. Les vrais crops, je parle, Rémi. ouais. Donc, Hmm. il y avait eu cette vidéo qui a été enregistrée, je crois que c'était dans les années 90, hein, caméraman, voilà, qui avait filmé ça. Donc, tu vois ces petites boules lumineuses qui se déplacent au-dessus d'un champ et tu vois les crops qui se créent en Ah, même temps. ouais. Et alors, cette vidéo avait été très controversée. On avait dit que c'était un fake. Bon, à l'époque, on n'avait pas encore les moyens technologiques pour faire des fakes sur des vidéos. Mais moi, je l'avais trouvée très convaincante parce que moi qui me suis intéressé pendant pas mal de temps au Crop Circle, je sais qu'il y avait eu des investigateurs qui avaient été sur le terrain et qui avaient parlé avec les propriétaires de certains champs où il y avait des crops tous les ans. C'était assez récurrent. Et des propriétaires de ces terrains, des cultivateurs avaient témoigné que, en effet, certaines nuits, ils voyaient des boules lumineuses de la taille d'un ballon de foot hein, se balader au-dessus de leur champ. Voilà. Et du coup, je suis retombé sur une autre vidéo. Je te l'ai aussi envoyé, Antoine, qui pourrait justement conforter tout cela. Parce Alors, qu'en fait, on va y aller, mais juste pour quand même rebondir sur ce que tu as dit, Jérôme. hmm, Moi, je pense que dans les années 90, même dans les années 80, c'était compliqué de on faire pouvait, des... c'était compliqué, mais quelqu'un qui avait les moyens avec les studios et fixe,
ça reste pas non plus Oui, mais du super effet spécial. non, mais il Je faut pense que savoir c'était que possible. le crop reproduit a été ensuite photographié de manière aérienne, donc il a été validé. Oui, mais alors je ne sais pas si c'est sur cette vidéo-ci où on le voit. Je pense que la vidéo aérienne est beaucoup plus intéressante que, que ces vidéos d'orbe au-dessus. Mhm. Sur la vidéo aérienne, le temps, en fait, il fait un aller-retour et le temps qu'il fasse aller-retour, le crop, il a doublé de volume et puis il a triplé de volume. Et là, techniquement, c'est juste impossible que ça soit fait par C'est ça. des gars au sol. Alors, je sais pas si c'est une vidéo que tu veux montrer. Oui. Alors non, non, c'est en fait il filme un crop et il y a un moment il se déplace et il va dans le champ d'à côté. On voit ces boules lumineuses qui virevoltent dans le champ. Voilà. Tu vois là, il y a un petit crop dans ce champ-là. Là, il fait un petit zoom dessus. Et juste à côté, à un moment, il va se déplacer sur la droite parce que son regard est attiré par quelque chose. Il va aller sur la droite et là, on voit ces fameuses orbes lumineuses qui se déplacent. Voilà, tu vois. Mm, mm. Alors là, ça crée pas de crop, mais c'est à côté du champ qu'il est en train de filmer. Et alors, je vous partage cette vidéo parce que on le sait, hein, les crops sont réalisés principalement en Angleterre, mais pas que, mais surtout en Angleterre, dans des champs de blé ou autres. Et là, on va arriver dans la pleine saison. Donc, on en discutait avec Antoine. Moi, je voudrais, je suis en contact avec Umberto Molinaro, qui est un des grands spécialistes français des crop circles, et je voudrais justement essayer dans les prochains nuits, de vous tenir au courant des crops qui vont se réaliser dans les prochains mois. Voilà. Mm, mm. Ah oui, bah ça, c'était effectivement la grande envie qu'on a eue, mais un peu tardivement, parce qu'on était en fin de L'année saison de passée, crop et on s'y est l'année mis un peu passée. tard. Ouais. Voilà, on s'est dit, mais ce serait génial de faire intervenir sur une petite chronique comme ça, Umberto, pour nous faire un petit focus sur les crops du moment. Donc, vous voyez cette Euh, petite boule lumineuse là qui se balade au-dessus du champ. mm, mm. Alors moi, je vois pas bien, hein. Bah, en fait, là, on la voit plus. Hop, hop, Ah, ici, elle est elle revenue. clignote. Mm. Oh, d'accord. Ouais. J'ai vu, mais on voit pas de formation de crop circle, Non, Simon. Non, non, mais il y a un crop à côté. Et la vidéo ouais, que j'ai passée juste avant, on c'est voit vrai que ça fait presque. Le problème, c'est qu'on voit pas la distance. Ça fait presque Ah, un mec qui est un peu caché dans les blés, tu sais, avec un miroir qui s'amuse à. ça se balade un petit peu quand même. Oui, la vidéo juste avant, on voit bien hein, ces boules lumineuses qui se baladent ah ouais. au-dessus de ce champ et voilà, on voit ces crops se former. Rapport aux témoignages que les propriétaires de ces terrains ont fait, voilà. Et j'en parlais avec Umberto dans une vidéo qu'on a fait ensemble sur ma chaîne. Je rappelais ces témoignages. Hein, il y avait, c'était un aviateur. Enfin, il avait un petit avion touristique et il était passé au-dessus de Stonehenge justement, toute cette zone. Il avait fait un aller-retour et bon, il était passé au-dessus de Stonehenge, les champs environnants, il y avait rien. Et quand il est revenu quelques minutes après, il y avait un beau crop. Donc ça veut dire que Ah ces ouais, bah crops se forment voilà, c'est exactement celui auquel je pensais. Ouais. ça veut dire que ces crops se forment en Oui, quelques secondes, quoi. c'est quasi instantané. Mm. Toi, Rémi, toi, quel est ton avis sur alors, ce que tu appelais les vrais crops? Comment tu considères Ah ben Jean-Pierre, bon moi je connais pas très bien la question, mais Jean-Pierre me dit que tous les vrais sont liés au mouvement de dédoublement. Et sur les faux, il explique, bon, ça je pense que vous savez qu'il y a des moyens très simples. En fait, sur les vrais, les blés qui sont couchés sont complètement arrondis, mais il n'y a aucune brisure dans la paille, c'est-à-dire dans la tige. Alors que les faux qui sont faits parce que des personnes passent avec des planches pour Les tiges sont cassées, quoi. Mm. voilà, les tiges sont complètement pliées et sont cassées et c'est une majorité et ça serait pas surprenant. Enfin, j'en sais rien. Hein, moi, je n'ai pas d'avis là. Je ne sais pas si c'est possible de trafiquer ces vidéos avec quelle technique. Etc. Mais c'est pas impossible non plus que ce soit des grossiers faux, justement, pour discréditer le fait qu'il puisse y avoir de vrais. Mais, J'en sais rien. En mais fait, oui, oui, oui. Il y a eu cette histoire des deux papis anglais, là.
Mais oui, ben oui. Voilà, avec une planche et puis des cordes. Bon, ça c'était un gros débunkage à l'époque parce que bah c'était, il fallait surtout pas parler de ces choses-là, quoi. Ah C'était ben oui, bien sûr. Ouais. voilà. Non, mais d'une façon générale, bon, moi je suis pas du tout un spécialiste, mais j'ai reçu et entendu plusieurs personnes comme Rock Soccer, Georges Combe, etc., qui se sont vraiment penchés sur ces sujets-là. Pour moi, ça ne fait aucun doute, et ça ne fait aucun doute aussi que ben, certaines instances sont en lien avec des intelligences venues d'autres mondes depuis très longtemps déjà, hein, Mhm. et Mhm. qu'ils ont tout intérêt à le cacher. Et s'ils ont intérêt à le cacher, c'est qu'il y a des choses qu'il vaut mieux pas qu'on sache. D'ailleurs, on peut repérer un vrai crop, c'est que après il y a un crop fantôme. C'est-à-dire qu'une fois que le cultivateur va avoir labouré, rasé le champ, Mhm. parfois l'hiver, lorsqu'il y a la neige qui tombe sur le champ, on peut redeviner l'endroit où Ah oui, le crop. Et d'accord, l'année d'après, quand des blés ou autres cultures repoussent, bah, c'est pareil, on redevine le crop parce que bah, là où il y avait le crop, généralement les plantes poussent 2 fois plus vite qu'à côté, quoi. C'est ça, d'accord. et c'est systématique, hein. Mm. C'est très clairement quand on a un doute sur l'origine d'un crop, voilà, revenez l'année suivante, mettez un petit coup de drone, et puis si vous revoyez la forme, c'est que c'était un vrai crop. D'accord. Exactement. Ça c'est vraiment le. Alors, faut être patient, faut attendre un an, mais C'est ça. c'est le meilleur moyen. Après, comme tu le disais, hein, les blés en général, au niveau du nœud, les nœuds ont Ça a été été analysé, tordus, oui. Souvent, comme c'est au niveau s'ils avaient d'un, chopé mm, un micro-ondes. comme si ça avait été ramolli comme du chewing-gum et redurci aussitôt. Mm. Mhm. Plus, alors après, les géobiologues, au niveau des unités bovis, ça part dans les tours. Mm. Voilà. Bon, il y a plein de moyens, effectivement, de les repérer. Euh, voilà. Après, c'est encore une fois, c'est chacun se fait son avis sur le Mais sujet, voilà, c'était mais on, pour vous annoncer voilà, cette idée qu'on a eue avec Antoine de vous faire partager les crops 2023 avec Umberto. voilà. Et avec vous, les amis, hein, si vous en avez à côté de chez Ah bah vous, oui. envoyez-nous des photos, des vidéos, voilà. On prend, on Mm. prend et on les passera. Très bien, eh bien, merci Jérôme. Alors ce week-end, donc comme vous l'avez compris, on était donc à Livaro dans le cadre du festival de la Merveille et des Mystères, et Stéphane Levachier nous a amené, comment il s'appelait ce petit village? C'était Préau, je crois. Le pré en auge. Le Pré en Auge, ouais, c'est ça. Nous faire visiter euh, une fontaine dite guérisseuse, parce que il y a un saint, le saint Méen, qui est consacré là. Il y a sa statue dans un chêne au pied de cette fontaine. Et saint Méen est connu pour guérir toutes les maladies de peau. D'ailleurs, sur les photos là qu'on est en train de vous montrer, vous voyez sur les arbres, il y a des linges qui sont apportés, des linges souillés qui sont apportés par les personnes qui veulent demander au Saint Méen justement de les aider à guérir leur maladie de peau. Alors, Saint Méen, je crois que c'est une histoire du 6e siècle, donc en 500 et quelques, hein. Il était atteint peut-être de la lèpre, lui, ou en tout cas d'une maladie de peau assez grave. Et bon, je n'ai plus l'histoire en tête, je sais Alors pas non, je crois que si. il a croisé de jeunes filles, dont une qui était atteinte de la lèpre. Ah, c'était la jeune fille qui était atteinte de la lèpre, mais lui aussi, il n'avait pas une maladie de peau. Bon, en tout cas, voilà, il a aidé une jeune fille, malgré le fait qu'elle l'ait un peu snobée, elle n'a pas voulu lui apporter de l'eau, etc. Bon, voilà. Vous pourrez retrouver la conférence de Stéphane Levachier sur la chaîne d'ici cet été. Mais on a assisté, lorsqu'on a visité cette fontaine, à une cérémonie un petit peu spéciale. Et je voulais vous la montrer.
parce que c'est Mathieu Lavaux, donc, dont on a déjà cité, hein, qui passe aussi assez régulièrement chez toi, Rémi, qui a fait Oui, un protocole. un protocole. Voilà, il a fait pour raccorder, on va dire, ce qui est en haut et ce qui est en bas. Et vous allez voir, il va nous l'expliquer après, c'est ce qu'il appelle de la flûte automatique. Allez, je vais vous montrer. Bon, eh bien, on a le plaisir de recevoir à nouveau Eric Le Saint voilà. sur Miasme TV pour un Mimi. Un Mimi sans chanson. Un Mimi sans chanson cette fois-ci, et Mathieu Lavaux aussi. Bonjour. Bonjour. Alors, on profite là d'être dans le cadre superbe de l'Ivaro, du Festival de la Merveille et du Mystère, avec Jérôme là, qui est aux commandes, pour revenir sur un épisode, une visite qu'on a faite hier tous ensemble à la fontaine de Saint-Méen. Donc Saint-Méen, c'est un saint guérisseur. La légende dit que ceux qui viennent sur cette fontaine s'abreuver peuvent guérir des maladies de peau, etc. Et donc on y a été tous ensemble, tout le groupe. Hein. Et alors déjà en arrivant, il y a eu deux géobiologues dont toi d'ailleurs, hein, tu as senti la présence de Saint-Méen sur place. Il y avait Saint-Méen et une gardienne des lieux. Et une gardienne. Visiblement. Enfin, visiblement ou invisiblement. C'est ça, mais en tout cas qui a été confirmé par, Oui. par un autre de tes confrères. Et puis après, tu as voulu faire on va dire alors je sais pas si tu appelles ça un test ou tu as voulu faire une connexion, tu vas nous expliquer tout ça, avec une flûte. Et moi, c'est la première fois que je voyais ça, c'est pour ça que je trouvais ça intéressant d'en parler dans le cadre de Mimi. Parce que tu vas bien nous l'expliquer, tu jouais de la flûte comme on fait de l'écriture automatique, tu faisais de la flûte automatique. C'est ça. Alors, ce que je vous propose, on va regarder le passage, et puis après tu nous le commentes. Alors quand on va vers l'eau du bas, ça va aller un peu par là. L'eau du haut, c'est plutôt... Et c'est une seule note en fait, pour les deux. Et l'eau H2O, l'autre eau là, ces deux eaux-là, à mon avis, elles sont pour moi immatérielles. Et c'est leur information qui va créer l'eau liquide, H2O. Et quand on se connecte à l'eau, elle, par contre, ça fait une mélodie. Donc on va voir ce que ça donne. Et c'est en même temps, on parlait de besoin de faire une offrande. Il y avait une demande qui avait été captée pour faire une offrande au Dieu. Ça peut être aussi une façon de mettre quelque chose dedans. Encore du mal à aller vers l'eau du bas, hein. Il y a cette note-là. On peut demander à ce qu'il y ait cette connexion vers la terre, donc intra-terre. Je suis pas toujours, hein. Ça va trop vite.
Qu'est-ce que tu as fait exactement? Alors, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai tenté de connecter l'eau liquide, cette eau qu'on voit, qui est à la surface de la Terre, dans ce cadre précis de la fontaine, à ce que j'appellerais une eau spirituelle, de nature spirituelle, ça c'est quelque chose qui m'est venu il n'y a pas très très longtemps, comme s'il y avait une eau, les eaux d'en haut, c'est écrit dans la Genèse, hein, il y a la séparation des eaux du haut et des eaux du bas, mais c'est comme si ces deux eaux, du haut et du bas, étaient de nature plus spirituelle, on va dire, et que la connexion des deux, ou la formation qui émane des deux, vient se matérialiser dans de l'eau liquide, notre H2O. H2O qui au passage, ça c'est venu vraiment il n'y a pas très très longtemps, c'est comme une espèce d'évidence. Je dis mais le H c'est un 1 à coller à un moins 1. Ouais, tout à fait. Donc ça fait 1 moins 1 égale 0. Ouais. Et puis le petit 2 de H2O, c'est pour nous rappeler que c'est justement cette dualité. Et donc avec la flûte, un jour je me suis dit tiens comment ça chante l'eau finalement. De la même façon que j'avais rencontré une chamane qui s'était proposée avec un petit groupe d'amis de dire je vais vous chanter votre âme. Ouais. Donc elle se mettait en face de nous et elle se connectait à notre âme visiblement et elle se mettait à chanter, ça chantait naturellement tout seul quoi, et c'était très très beau, c'était très chouette comme expérience. Et là je me suis dit tiens mais je vais faire la même chose avec la flûte, donc je l'ai fait déjà sur des personnes, et puis l'autre jour, il n'y a pas très longtemps, je me suis dit tiens je vais faire ça avec l'eau. Et donc je cherchais la musique de l'eau, ce que j'appelle l'eau d'en bas, ça m'a fait une note. J'avais un sol, et puis après je cherche la musique de l'eau d'en haut, pareil, une seule note, une autre note. Et puis je me dis bon ben l'eau liquide, donc j'avais de l'eau là devant moi, et puis là ça commençait à faire une mélodie. Et jusqu'à ce que cette mélodie aille chercher la note du bas et chercher la note de l'eau d'en haut. Mais on sentait qu'il y avait des moments des hésitations et ça joue tout seul. C'est ça, c'est-à-dire que toi tu souffles, c'est ça. Voilà, il y a des moments où je sens qu'il faut quand même faire ou s'arrêter. Il y a des moments où tu veux jouer, la connexion ne doit pas se faire encore bien. Et dès là, tu veux jouer, mais non, ça sort pas, le son sort pas. C'est incroyable. Hein. Et à vivre de l'intérieur, c'est un truc parce qu'on ressent en même temps l'énergie de l'eau. Des fois, c'est très beau, c'est très fluide. Des fois, c'est très répétitif. Ça, pendant 2 minutes, ça va faire les mêmes notes. Puis à un moment donné, hop, ça y est, ça part. Et puis ça va faire vraiment la jonction entre les deux. Et à un moment donné, ça s'arrête. Et là, le fait que ça soit une source guérisseuse avec un saint qui était sur les lieux, plus une gardienne, du coup, tu as ressenti quelque chose de particulier par rapport à d'autres expériences? Alors, dans cette source-là, alors déjà, j'ai trouvé ça assez fluide au niveau de l'eau, mais on sentait qu'il manquait encore un peu de connexion avec l'eau du bas. Pas beaucoup, parce que j'y suis allé la chercher une fois, la note, là, très rapidement, et après ça s'est arrêté, c'était terminé. Donc il y avait comme si la connexion était pratiquement là, il fallait juste un tout petit truc pour la déclencher. D'accord. Alors, et du coup, le fait d'avoir fait cette connexion, tu penses qu'il va y avoir quelque chose qui va se produire après sur la source? Est-ce qu'elle va être différente? Est-ce qu'elle va être plus puissante? Alors après, il y avait un autre géobiologue qui était là, donc dans la mesure classique qu'on fait en unité bovis, il a constaté une petite augmentation, bon c'était pas flagrant, mais moi j'ai un référentiel un peu différent, où quand cette connexion tertielle se fait, y compris pour les êtres humains, parce que là aussi, nous aussi, on a nos blocages. Moi, je travaille pas mal là-dessus en soins thérapeutiques. Et à un moment donné, ce qu'on va mesurer dans les dizaines, milliers, dans les unités bovis, moi, il y a un basculement qui se fait dans les milliards. Et là, pour moi, clac, je me dis, là, il y a une connexion, cette connexion verticale, tertiaire qui se fait. C'est un signal qui va dans ce sens-là. Donc là, ça a permis
peut-être. Là, je reste dans l'hypothétique, hein, parce que je le vis de l'intérieur, mais extérieurement, et après, il faudrait faire toutes les expériences. Faire une expérimentation scientifique, effectivement, revenir, prendre des mesures régulièrement, etc. Et d'ailleurs, dans le cadre d'une recherche là-dessus, parce que je pense, en tout cas moi, je ne sais pas les amis ce que vous en pensez, mais moi c'était vraiment la première fois que je voyais cette expérience-là. Il y a peut-être effectivement une expérimentation scientifique à faire pour justement démontrer que... Alors il y a beaucoup d'expérimentations qui se font, beaucoup. En tout cas, il y en a qui travaillent là-dessus, notamment le professeur Marc-Henri, qui a bien connu le professeur Montagnier, qui est sur le son justement et l'eau, avec ce qu'on appelle la musique des plantes, notamment. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on est capable, avec des appareils, de capter, d'ailleurs j'en ai un là, on pourrait le faire, l'expérience. On branche un petit appareil sur une feuille et dans le sol, et on entend la plante chanter en direct. Ah ouais. Et on sent les influences extérieures qui peuvent interférer. Il y a eu des choses vraiment très très flagrantes comme ça, comme un ami qui jouait pendant que sa plante jouait, il avait baissé un peu le son, puis lui s'était mis à l'accordéon, il faisait ses entraînements d'accordéon. Il était sur une valse, il m'a fait écouter l'enregistrement de la plante juste après, mais on sentait qu'elle avait pris le rythme de la valse. Ou une petite fille tous les ans et tous les étés, au mois d'août, il y a un festival de musique des plantes, c'est dans le sud des Landes. Et à une pause, il y a une petite fille qui avait commencé à jouer sur un piano. À vous dirais-je maman, Quand ils ont repris la séance avec les plantes qui étaient à côté, ils ont branché les plantes qui étaient à côté du piano. Elle s'est mise à jouer. Elle reprenait en boucle le début de la chanson. Donc c'est là où on se dit, wow, là c'est incroyable. Parce que là on a la preuve qu'il y a une interférence. Il y a une connexion qui peut se faire de nous à la plante, c'est pas que de la plante vers nous. Il y a plein d'expériences comme ça, et donc il y a des scientifiques comme Marc-Henri par exemple qui travaillent là-dessus. D'accord. Alors toi Eric, du coup, ce passage, cette visite de la fontaine, est-ce que tu as senti quelque chose de particulier? Comment tu l'as ressenti cette visite? Moi ce que j'ai vu c'est la ferveur, quand on voit un petit peu les gens qui viennent, quand on leur pose des questions, ils sont tous vraiment convaincus, c'est assez intéressant, on a vu et même si c'est qu'effet placebo, c'est génial. Le but c'est quand même de guérir les gens. Si c'est placebo, génial. Il faut absolument communiquer tous ces lieux-là pour que les gens puissent être bien. Et ce que je veux insister, c'est cette fréquence, ce son. C'est qu'aujourd'hui, on pense qu'il y a beaucoup de réponses dans ces constructions qui nous intéressent, qui sont en relation avec le son. Donc Patrice Pouillard travaille beaucoup sur les grottes de Barabar pour prouver l'importance du son, des fréquences. Et on parlait aussi du Mont-Saint-Michel où chaque salle a une écoute différente, résonance différente. Et tout ça c'est étudié. Et on parle aujourd'hui de Stonehenge où le son est important, les fréquences sont importantes. Et moi je regarde que tous ces emplacements sont souvent mis par rapport au pôle Nord. Et le La de l'harmonieux c'est 432 MHz. Et la distance entre le pôle Nord et Stonehenge c'est 4320 km. Donc c'est exactement la fréquence du On en revient à la géométrie. Tout le temps. C'est ça qui m'intéresse. Les fréquences, c'est la géométrie. Voilà. Hein, le La, c'est 432 et la distance entre Stonehenge et le pôle Nord, c'est 4320 km. C'est assez exceptionnel. Et je pense que tout l'avenir par exemple, si on prend la grotte de Barbara Bar par rapport au pôle Nord, c'est 7236 km. Ça correspond à la fréquence du gong tibétain, 7236, qui donne la planète Mars, 7236, ça c'est fou. Et la distance entre le pôle Nord et la grotte de Barabar, 7236, c'est 1,618 plus 0,618 fois 1,618 fois 4. C'est assez fou quand même. Tout est lié. Et on retrouve bien sûr le nombre d'or dans l'harmonie. Ouais, c'est fou, tout est lié. Voilà, tout est un maillage. Bon, en tout cas, messieurs, je vous remercie d'avoir fait ce petit témoignage et vraiment cette expérience super intéressante. On vous retrouve chez Jérôme sur Aurus pour une discussion à bâton rompu. Et vraiment, allez sur Aurus pour voir ce petit reportage. Vraiment génial.
Merci, à très bientôt. Merci. Ciao. Du coup, moi, quand j'ai assisté à ça, au début, je comprends pas qu'est-ce qu'il fait, il joue de la flûte, etc. Puis quand il a commencé à dire, j'ai du mal à suivre. Je dis, mais comment ça, il a du mal à suivre? Quand tu joues de la flûte, tu suis pas, quoi. Et c'est là que j'ai compris. Puis, du coup, dans l'entretien là que vous venez de voir avec Mathieu, il nous l'explique bien. Euh, il fait de la flûte automatique, de la même façon que vous avez de l'écriture automatique. Hein, les gens donc, qui maîtrisent pas leurs mains, c'est leur main qui écrit toute seule. Là, c'est de la flûte automatique, c'est-à-dire que le positionnement de ses doigts se fait automatiquement, et ainsi que le souffle qu'il doit mettre aussi se fait automatiquement. Et des fois, il a beau souffler, il y a rien qui sort, parce que alors, est-ce que c'est l'esprit du lieu qui prend ça en charge et qui fait bouger ses doigts? En tout cas, c'est sur le même principe que l'écriture automatique. Et moi, c'est la première fois que je voyais ça. Je ne sais pas si tu en avais déjà entendu parler, Rémi, de ce genre de... Pas ça en particulier, pas avec un instrument, mais j'ai par exemple, enfin si, avec des instruments aussi, j'ai un très bon ami qui est violoniste. Ils sont deux avec sa compagne, enfin il est plus avec elle, mais ils arrivaient en improvisation intégrale à jouer tous les deux du violon en étant accordés ensemble. Et puis t'as beaucoup, je sais pas, il y a certains chanteurs qui eux, par la voix, émettent des sons et puis se laissent porter par la mélodie qui génère. Hein. C'est ce qui les traverse à l'instant donné, quoi. C'est de la musique ou du chant ou de l'écriture automatique. On est guidé, ça nous tombe dessus et on balance ce qui arrive. Voilà, donc c'est une autre façon mais d'appréhender ces lieux comme ça, très énergétiques, hein, finalement, les sources. Et il y a beaucoup de sources, de fontaines guérisseuses en France et dans le monde, et on en parle très peu. Voilà, je ne sais pas si vous en avez à côté de chez vous. Si c'est le cas, mettez-le dans les commentaires. Si vous avez bu à ces fontaines-là. T'as bu, toi, d'ailleurs, Jérôme? Non, non. J'ai eu un doute. Non? Ah, moi Non, j'ai pas bu. Guerrier, Jérôme. Non, je suis pas guerrier. J'ai déjà Qu'est-ce que des tu petits voulais problèmes Ah, d'accord. gastriques. J'ai pas voulu au cas où. Quoique ça aurait pu, voilà, me guérir hein, de mes problèmes. Mais bon. Ouais, peut-être. Et toi, ça a été, Rémi, du coup? Oh, bah, très bien, oui. Pas de souci particulier après avoir bu l'eau. Bon. Moi, ce qui m'a fait peur, honnêtement, c'est d'avoir la fontaine et puis d'avoir l'arbre à côté avec effectivement tous ces tissus souillés. Je me dis Ah bon? Ouais. des Des trucs vieilles qui chaussettes, s'envolent, ils tombent. des vieilles chaussettes accrochées, tout. Bon, voilà. J'ai pas fait le mon Non, guerrier mais non plus. lorsque nous sommes arrivés à la source, il y avait une personne toute seule d'ailleurs. On lui a bien remonté le moral, je crois. Et j'y ai posé la question en arrivant. Elle m'a dit, bah avant, il y avait une petite pancarte expliquant que l'eau était totalement potable et il n'y a plus cette pancarte. Donc, elle m'a dit, je ne sais pas. Je me risque pas pour ma part, donc voilà. T'as pas pris le risque non plus. J'ai pas pris le risque. Mm. Mm. Et donc, alors pour finir sur cette fontaine, on avait des géobiologues avec nous, hein, entre autres Mathieu Lavaux, là, qu'on vient de voir, plus une autre personne dont j'ai pas mémorisé le nom, qui ont fait des mesures donc, sur l'énergie du lieu. Et donc, elles ont très rapidement, et chacun de leur côté, découvert qu'il y avait effectivement un gardien du lieu, qui, en l'occurrence, le Saint Méen, plus un autre gardien, visiblement. Voilà. Et, euh, et du coup, en repartant, moi, j'ai fait une petite expérience. Je me suis retourné vers cet arbre-là, ce chêne qui est magnifique, et j'ai demandé si gardien du lieu il y a, mais qui veuille bien se manifester sur ma photo. Je vais vous partager ma photo, et vous allez me dire ce que vous en pensez. Donc là, vous reconnaissez le chêne, hein, Ouais. la fontaine est au pied. Donc voilà, si gardien il y a, logiquement, je devrais pouvoir le voir sur la photo. Moi, je le vois. Vous allez me dire si vous le voyez.
en tout cas ce que vous voyez. Il faut juste que je zoome correctement. Alors, moi je vois deux choses. Ici, je vois ce visage, le nez, les yeux, hop, le visage, la bouche un peu de travers et une oreille ici, qui a attiré mon œil. À un moment donné, je me suis demandé si c'était lui le gardien. Et en fait, juste après, je me suis dit, mais non, Mais c'est au-dessus, là. c'est au-dessus, c'est là. Et c'est très lumineux, ça a des ondes, voilà. Alors moi j'y vois une forme de chat, hein, les pattes en avant, là les deux oreilles, le museau, l'œil, et puis un chat tigré d'or, on va dire. Voilà. Alors je l'ai montré à d'autres personnes, certaines voient une grenouille, d'autres une souris. De voir ici les pattes, ça peut être aussi une gueule un Ouais, peu moi, plus je vois grosse. une grenouille. Toi tu vois une grenouille? Mm. D'accord. En tout cas, voilà. Tu sais, les Oui, Rémi. présences, elles, c'est pas forcément des présences qui se manifestent par quelque chose de morphogénique, enfin, qui serait reconnaissable par nous, hein. C'est des présences énergétiques surtout. Alors après, peut-être qu'on peut avoir besoin de reconnaître une forme parce que ça nous rappelle des choses que nous connaissons nous-mêmes. Mais moi, je pense que c'est plutôt des énergies que des formes en particulier. Enfin, une forme qui ressemblerait à un chat, à un dragon, à un homme, à un veilleur, à un berger. Enfin, tu vois. En tout cas, là, de l'énergie, effectivement, là, il y en a. Hein, on sent bien le flux. Et puis, tu vois, c'est une tâche, on n'en voit nulle part ailleurs. Et du Ouais. coup, comme j'avais quand même plein de monde autour de moi qui sont un peu versés dans la chose, je leur ai quand même demandé si le gardien était bien sur la photo. Donc, bon, voilà, ils ont testé. Visiblement, il est bien là. Expérience. Après, encore une fois, chacun fait Ouais, son tout à propre fait. avis, mais elle reste quand même assez surprenante. On demandera à David Euh, de nous détourer tout ce qu'il voit. Ah oui, notre ami David Lachance. Ah, je t'envoie la photo, je suis sûr que tu vas pouvoir trouver plein de choses là-dedans. Donc voilà concernant notre périple au Festival de la Merveille et des Mystères. Voilà, qui était un beau festival, hein. Je ne sais pas comment tu l'as trouvé, toi Rémi. Ah ben ouais, très bien. J'ai fait un petit feedback à Stéphane en lui disant ce que ce qui reste à améliorer et ce qu'il faut absolument conserver, quoi. Mm, mm. Ah, Bon bah, voilà. le prochain sera d'autant plus beau, hein. C'est clair que pour les premières, il y a toujours Ah ben tout, bien tout- sûr, hein. bah, Ouais. heureusement même qu'il y a des axes d'amélioration. Mais voilà, moi, j'ai hâte d'assister. Et j'espère que ça va avoir un bon impact sur l'Ivaro, parce qu'au final, derrière, ben, ça permet d'ouvrir des portes, ça permet d'ouvrir des subventions et puis d'organiser ce genre de festival. En tout cas, très bonne énergie, comme je lui ai dit. Non, mais en tout cas, toute l'équipe sur place, Non, mais on a été super bien accueillis. voilà, C'était très bien voilà. accueilli, des sourires, de l'enthousiasme. Et puis c'était pas fabriqué, c'était spontané, c'était Spontané. Mm, naturel, c'était réel. mm. Bon voilà, et donc c'est l'esprit qui compte avant tout, hein, et l'esprit, Exactement. il est bien là, Exact. Ouais. quoi. D'ailleurs, Et je on fais fait un un petit big up à un big Claudine. up à C'est Claudine. ça que tu voulais dire toi C'est ce que aussi? je voulais dire aussi. Un petit bisou Voilà. Voilà, pour Claudine. Voilà. elle est géniale. Elle est géniale. C'est clair. Bon, Mm. ben voilà comment on clôture donc dans la bonne humeur notre grande émission encore avec ben, tout un tas d'informations, j'espère nouvelles pour vous. Donc je vous rappelle le rendez-vous du 1er juin à l'Observatoire du réel. Voilà, même si vous ne pouvez pas y aller physiquement, ben, j'étais très content d'apprendre ce soir qu'on pouvait y assister à distance Ouais. parce que je ne vais pas les manquer, ces deux conférences.
Et puis, eh bien, Rémi, je t'ai lancé l'invitation tout à l'heure à la rentrée. Voilà, si tu veux en septembre Ok. revenir nous parler de tes prochaines conférences, avec grand plaisir. Ah ben, avec plaisir, n'hésitez pas à me relancer. Ravi de vous avoir rencontré pendant ce week-end. Et puis, Également. je pense qu'il y aura certainement d'autres choses à faire, quoi. Exactement. Cool. Avec grand plaisir. Oui, avec Et puis, ce Jérôme, genre de bonne compagnie. Voilà. Donc, merci à toi aussi, Rémi, d'être venu. Merci, Jérôme. On se retrouve, Jérôme, dans 2 semaines. Bah oui, hein, parce que ça fait voilà quelques mimis que vous voyez, je viens mimi sur 2. J'ai convenu avec Antoine, j'avais besoin de temps Voilà. personnel. Donc Et on te retrouve sur ta chaîne avec plein de nouvelles émissions, dont d'ailleurs un bel entretien avec Éric Le Saint et Mathieu Lavaux, entretien qu'on a fait c'était ce week-end, dans vraiment un qui est très sympa. dans un cadre bucolique. Voilà, vous entendez les petits oiseaux de temps en temps. Exactement. Beaucoup même, beaucoup. Et la semaine prochaine, on retrouve Valerio à ta place qui va m'accompagner pour Mimi 37. Ah, ça file. Ça file, voilà. Allez, portez-vous bien, passez un bon week-end, et puis on vous met un petit coup de vieux réac pour finir cette très belle émission. Ciao, ciao. Salut. à plus. Ce soir pour Mimi, une interprétation du sketch de Coluche de 1979 qui est toujours d'actualité. Antoine Chotard et Jérôme Grandjean sur une musique d'Éric Bénichou et Marie Gros-Pierre. Misère. Misère, misère. La borne, elle vient de nous jurer que le 49-3 plus jamais. Misère, misère. Encore une fois, la Macronie nous prend tous pour des abrutis. Misère, misère. Demain faudra aller bosser jusqu'à en perdre son dentier. Son dentier. L'argent Ne rentrera plus dans les soutes depuis le quoi qu'il en coûte. Quoi qu'il en coûte. Misère, misère. Je crois qu'on s'en sortira jamais avec Macron et ses valets. Misère, misère. Un jour bien sûr tout sera fini. Le jour il nous aura tout pris. Misère, misère. Je vous le dis, on aurait dû se méfier d'être gouverné par un banquier. Un banquier. L'argent, faut s'en passer sans aucun doute. Depuis le quoi qu'il en coûte. Quoi qu'il en coûte. Misère, misère. Ça sera sûrement la chanson des prochaines manifestations. Misère, misère. Fais gaffe à toi mon petit Macron. Bientôt c'est la révolution. La révolution. Bon, on finira tous en prison.